Declaro abierta la sesión número 7. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous adresser toutes nos félicitations pour l'ascension de l'État pluriannuel de Bolivie à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois en cours, mais aussi profiter de cette occasion pour exprimer également notre appréciation du travail remarquable qui a été accompli par l'Uruguay au cours du mois dernier. Qu'il me soit également permis de réitérer la profonde gratitude du peuple et du gouvernement du Mali au Conseil de sécurité, au secrétaire général des Nations Unies, en la personne de M. Antonio Guterres, aux pays et organisations membres du comité de suivi avec à sa tête l'Algérie, aux pays contributeurs de troupes de la MINUSMA, à la force française Barkhane pour les efforts inestimables qu'ils ne cessent de déployer et tous les sacrifices consentis pour l'avènement de la paix et de la stabilité dans mon pays. Avant d'aller plus loin, je renouvelle ici les hommages du peuple et du gouvernement du Mali à la mémoire de toutes les victimes de la crise malienne, civiles comme militaires, étrangères comme maliennes, tombées sur le champ d'honneur dans notre pays, avec une pensée particulière pour le contingent guinéen de la MINUSMA qui a enregistré il y a juste quelques jours les dernières victimes de cette barbarie. J'adresse nos vœux ardents de prompt rétablissement à ces blessés. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, la délégation du Mali prend note du rapport du secrétaire général sous examen et remercie notre frère Mohamed Saleh Anadif, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la MINUSMA, et aussi pour sa présentation, mais également pour la qualité du travail accompli à nos côtés. Au moment où nous bouclons les 2 ans de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, je voudrais me réjouir de ce que le secrétaire général lui-même, M. Antonio Guterres, reconnaisse le leadership et l'engagement personnel de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État, dans la mise en œuvre de cet important accord. En effet, le Mali vient de loin. Et sous l'autorité du président de la République, le gouvernement a consenti d'énormes efforts pour arriver au progrès important constaté, avec la coopération naturellement de toutes les parties signataires, mais aussi de l'appui de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Monsieur le Président, je ferai ici l'économie de la liste des mesures prises et des actions concrètes engagées par le gouvernement du Mali dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, car j'estime que votre Conseil est suffisamment informé et après l'écoute du rapport du secrétaire général sur tous ces développements. Ces derniers mois, comme cela ressort du tableau des critères de mise en œuvre de l'accord appelé benchmark et annexé au présent rapport, qui a été validé le 28 mai 2017 par le gouvernement et la MINUSMA, il est reconnu que des progrès majeurs ont été enregistrés dans le processus de paix. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, les autorités intérimaires et les collèges transitoires sont opérationnels dans les 5 régions du Nord, à l'exception de Kidal, où des difficultés dites d'ordre technique persistent encore. Concernant les patrouilles mixtes, le gouvernement du Mali, malgré la modicité de ses moyens, s'emploie à la pleine opérationnalisation du mécanisme opérationnel de coordination appelé MOC. L'État du Mali assure également notamment les moyens logistiques de différentes natures pour les bataillons prévus, une prise en charge sanitaire des éléments de ce programme et même des allocations en cas de décès pour les ayants droit des victimes. Aussi, le gouvernement a saisi l'occasion de la tenue de la 18e session du comité de suivi de l'accord qui s'est tenu à Bamako le 5 juin pour présenter aux partenaires les aspects à la fois techniques et logistiques pour l'opérationnalisation
du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination de Kidal, dans les plus brefs délais. S'agissant de la suite réservée aux recommandations des travaux de la conférence d'entente nationale, comme vous l'avez vous-même souligné tout à l'heure, Monsieur le Président, qui s'est tenue du 27 mars au 2 avril, il me plaît de vous annoncer que l'avant-projet de la Charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale, ainsi que l'avant-projet de la cartographie des terroirs du Mali ont été finalisés par la commission spéciale instituée à cet effet. En ce qui concerne le processus de révision de la Constitution, je suis heureux de vous informer que l'Assemblée nationale du Mali, après plusieurs jours de débats intenses et constructifs, a adopté le 2 juin le projet de loi relatif soumis par le gouvernement. Le texte adopté comporte des innovations majeures qui confortent la démocratie malienne et il prend en compte les dispositions pertinentes de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, notamment en ce qui concerne la mise en place d'une seconde chambre appelée Sénat. Ce projet de loi sera soumis au référendum le 9 juillet prochain. Le gouvernement du Mali mettra tout en œuvre pour la tenue de cette consultation référendaire dans les meilleures conditions possibles. Parallèlement, le gouvernement poursuit la fourniture des services sociaux de base aux populations et les activités de relance de l'économie là où les conditions de sécurité le permettent. En ce qui concerne les perspectives pour la mise en œuvre de l'accord, je puis vous donner l'assurance quant à la poursuite, au-delà du 20 juin, deuxième anniversaire de la signature de l'accord, du travail des autorités intérimaires qui seront notamment impliquées dans l'organisation du référendum, les élections communales et régionales selon le calendrier fixé par le gouvernement. Le gouvernement poursuivra également ses efforts dans le cadre du processus de cantonnement et de DDR, la réforme du secteur de sécurité, l'opérationnalisation effective des patrouilles mixtes, tout comme la fourniture des dividendes de la paix aux populations affectées par la crise. On peut donc affirmer que le processus de paix au Mali est dans une dynamique positive, grâce au retour progressif de la confiance entre toutes les parties prenantes maliennes. Cependant, ces acquis encore fragiles ne doivent pas faire perdre de vue les défis réels et multiples auxquels le processus de paix au Mali est confronté. Au nombre de ces défis, vous l'avez également souligné, l'insécurité liée aux activités des groupes terroristes, mais aussi les questions liées à la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre effective et intégrale de l'accord. À cet égard, je voudrais lancer un appel au nom du gouvernement du Mali à tous les partenaires afin qu'ils honorent les engagements pris en faveur du processus de paix et de développement du Mali. Au titre des défis, vous l'avez également souligné, le représentant spécial du secrétaire général l'a également souligné, au titre des défis figurent encore malheureusement les tensions persistantes entre les mouvements signataires, notamment la CMA et la plateforme, qui ne sont pas de nature à créer les conditions idoines pour une mise en œuvre harmonieuse de l'accord. Le gouvernement n'est pas en reste par rapport à cette situation. Le haut représentant du président de la République déploie des efforts et des bons offices pour pouvoir trouver un terrain d'entente et calmer et apaiser la situation sur le terrain, naturellement, avec l'appui du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Un an après l'adoption de la résolution 2295 du Conseil de sécurité le 29 juin 2016, qui demande à la MINUSMA d'adopter une posture plus proactive et lui donne un mandat robuste, force est de constater que les innovations majeures apportées par cette résolution ne se sont pas traduites sur le terrain. Malgré les améliorations constatées sur le terrain, globalement, la posture de la mission est restée plutôt statique et défensive, ce qui a facilité la liberté de mouvement aux groupes terroristes et aux extrémistes. Ces derniers en ont profité pour mieux s'organiser et pour multiplier les attaques contre les populations civiles, contre les forces de défense et de sécurité du Mali, mais également contre les forces étrangères. Il est important, au moment où vous envisagez le renouvellement du mandat de la MINUSMA,
que vraiment la capacité de mobilité de cette mission puisse être renforcée et que les patrouilles soient également intensifiées. Il est également important que la mission soit dotée, nous l'avons dit, nous le redisons et tout le monde est d'accord avec ceci, que les moyens matériels, humains et financiers adéquats soient mis à la disposition de cette mission pour renforcer sa capacité opérationnelle afin de lui permettre d'exécuter correctement et pleinement son mandat. Les conclusions de la conférence de génération de forces tenue ici même les 22 et 23 mai dernier, pour l'organisation de laquelle nous voudrions adresser notre satisfaction au secrétaire général, permettent, les conclusions donc, de cette conférence de génération des forces permettent d'espérer. Je voulais saluer les pays qui ont à cette occasion fait également des annonces de contribution en souhaitant que ces annonces puissent être concrétisées le plus tôt possible. Il est aussi important de renforcer, comme cela a été indiqué, la coopération indispensable entre la MINUSMA et les forces de défense et de sécurité du Mali, qui constitue encore une fois la clé du succès et des perspectives de sortie future. En particulier, je voudrais souligner ici, au nom du gouvernement du Mali, la nécessité et l'urgence de soutenir les forces de défense et de sécurité maliennes dans la lutte quotidienne qu'elles mènent contre le terrorisme sur le terrain, et ce, sans attendre l'achèvement du processus de reconstitution de ces forces de défense et de sécurité et avec des moyens logistiques conséquents, comme cela a été fait ailleurs. De même, le gouvernement du Mali souhaite que la question du retour de l'administration et des forces de défense et de sécurité à Kidal soit au cœur du nouveau mandat de la MINUSMA, ainsi que l'effectivité du processus de cantonnement, de DDR et de réforme du secteur de la sécurité. Monsieur le Président, la situation sécuritaire au Mali et au Sahel ne cesse de se détériorer de manière préoccupante. Cette situation est marquée par la persistance et la multiplication des attaques terroristes qui constituent aujourd'hui la principale entrave à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Face à cette situation, les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel ont décidé le 6 février dernier la création d'une force conjointe pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et le trafic d'êtres humains. La création de cette force participe de la volonté commune des dirigeants de notre sous-région de mutualiser leurs efforts et leurs moyens pour relever les défis transfrontaliers notamment. Au nom des pays membres du G5 Sahel, je voudrais exprimer les vives préoccupations du président de la République du Mali, président en exercice du G5 Sahel, face aux difficultés rencontrées par le Conseil de sécurité pour l'adoption de la résolution relative au déploiement immédiat de la force conjointe, dont l'annonce a cependant suscité beaucoup d'espoir au niveau des populations de la région du Sahel. L'adoption de cette résolution, vous en conviendrez, Monsieur le Président, enverra un signal fort et sans équivoque de la communauté internationale aux groupes terroristes et aux trafiquants de tous ordres et marquera ainsi le Conseil de sécurité marquera ainsi son soutien unanime aux efforts de la région qui fait face à une situation qui, vous le savez, menace la paix et la sécurité internationale, qui est de la responsabilité du Conseil de sécurité. Il convient de rappeler que l'élaboration du concept d'opération de cette force a fait l'objet d'un processus participatif qui a impliqué l'ensemble des partenaires régionaux et internationaux dans le domaine de la sécurité et où également des mécanismes ont été prévus pour une coordination opérationnelle des interventions avec l'ensemble des forces en présence. Je puis vous assurer également que les opérations de la force conjointe seront respectueuses du genre, comme cela a été rappelé tout à l'heure, des droits de l'homme et favoriseront également l'accès humanitaire aux populations dans le besoin. D'ores et déjà, le général de division Didier Dako a été nommé commandant de la force conjointe du G5 Sahel et à pied d'œuvre pour la mise en place de l'état-major dont l'opérationnalisation, Monsieur le Président, n'attend que la décision, la résolution du Conseil de sécurité. J'ai avec moi ici, dans cette salle, M. Mohamed Najim, secrétaire permanent du G5 Sahel, qui a fait le déplacement avec nous ici à New York pour pouvoir
aider à la concrétisation de cette importante initiative régionale pour laquelle le Conseil de sécurité doit pleinement jouer sa partition. Monsieur le Président, s'agissant de la situation des droits de l'homme évoquée dans le rapport sous examen, le gouvernement du Mali constate qu'il est malheureusement reproché aux forces de défense et de sécurité du Mali des allégations de violation des droits de l'homme dans un contexte de lutte contre le terrorisme et d'attaques asymétriques avec à la clé une instrumentalisation des populations civiles. À cet égard, je rappelle que la majorité des cas de violation documentés et imputés aux forces de défense et de sécurité du Mali sont commis dans des zones où les services judiciaires et d'enquête sont absents du fait de l'insécurité, justement. Ensuite, nous avons une différence d'approche et de qualification des faits constitutifs de violation et d'abus des droits de l'homme avec la division des droits de l'homme de l'aménagement. Et cela dans un contexte où il y a très souvent l'absence de plainte des victimes ou des parties civiles, l'absence de témoignages concordants et l'absence d'unité d'enquête dans les zones où ces violations auraient été commises. Ce qui rend difficile, vous en conviendrez, la prise en charge de tous les cas par la justice, malgré la bonne foi du gouvernement. De même, l'état-major général des armées du Mali dispose d'une section droit international humanitaire et droits de l'homme qui est prêt à collaborer avec la division des droits de l'homme de l'aménagement. En tout état de cause, je puis vous assurer que tous les cas de violation signalés et documentés font systématiquement l'objet d'une enquête et le cas échéant de sanctions conformément à la réglementation en vigueur. Le Mali a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le Mali reste totalement engagé pour la défense et la promotion des droits de l'homme. Monsieur le Président, pour conclure, je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement du Mali, sous l'autorité du président de la République, à poursuivre et à intensifier la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. J'appelle d'une part, comme cela a été dit tantôt, au renforcement des moyens et capacités de l'aménagement pour lui permettre d'accomplir efficacement sa mission, d'autre part à une coopération plus renforcée entre l'aménagement et les forces de défense et de sécurité du Mali, afin d'aider notre pays à rétablir son autorité sur l'ensemble de son territoire national, condition sine qua non pour une sécurisation et une stabilisation durable du pays. J'invite également le Conseil de sécurité à adopter sans tarder la résolution autorisant le déploiement de la force conjointe du G5 Sahel afin de permettre à nos populations et à notre espace commun du Sahel d'être à l'abri du péril terroriste et donc de préserver le reste du monde d'une réelle menace à la paix et à la sécurité régionale et internationale. Monsieur le Président, avant de terminer, je voudrais pouvoir indiquer que la paix au Mali et la stabilité au Sahel doivent être envisagées par le Conseil de sécurité de manière holistique et dans le cadre d'un paquet global reposant sur 4 piliers essentiels qui se tiennent et se renforcent mutuellement pour garantir l'efficacité et le succès de nos efforts communs. Le premier pilier, vous en conviendrez, demeure la détermination de la partie malienne à accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali dans le cadre du processus politique convenu et appuyé par la communauté internationale. Le deuxième pilier reste l'action de stabilisation de l'aménagement dans le cadre d'un mandat renforcé. Le troisième pilier, c'est l'appui que nous recevons de la force française Barkhane dans le cadre de la lutte antiterroriste. Le quatrième pilier sur lequel le Conseil est en train de se pencher est l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel pour prendre en charge la dimension régionale de cette crise. Donc il est important que le Conseil de sécurité puisse agir de façon simultanée sur l'ensemble de ces 4 piliers qui se tiennent et se renforcent mutuellement
et nous devons, dans le cadre d'une réponse et d'une perspective durable, pouvoir envisager tous ces éléments ensemble pour permettre vraiment de peser durablement sur la situation. Je vous remercie de votre attention. Doy las gracias al excelentísimo señor Diop por su declaración. Al no haber más oradores inscritos en la lista, invito a los miembros del Consejo a celebrar consultas oficiosas para proseguir el examen del tema. Se levanta la sesión.